Ok, salut Seb, bienvenue sur le podcast, je suis ravi de t'avoir avec moi. Salut, Euh, merci beaucoup. c'est trop cool. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Parce que sur ton Instagram, c'est posturologie et performance. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Yes. Sébastien Zimmer, je suis préparateur physique de formation. J'ai fait une licence et un master STAPS il y a plusieurs années. J'ai travaillé en collaboration également avec un laboratoire de neurosciences à Lausanne quand j'étais en Suisse. Et donc posturologie et performance, comme ça veut le dire pour moi, c'est le lien entre la posture pour justement le mouvement et la performance, tout simplement. Et donc le lien entre la posture et ma collaboration avec le laboratoire de neurosciences, c'est justement comment est-ce qu'à travers la compréhension du système nerveux, on arrive à chercher de la performance avec un grand P. Ok, ça marche. Donc, tu travailles avec un labo, mais j'ai vu aussi que tu étais un peu cofondateur. Est-ce que c'est toi qui as eu l'initiative de ce labo ou alors tu as rejoint le labo en cours de route? Labo, on est trois à avoir créé cette entité. Donc il y a Romain et Adrien et moi-même. On l'a créé en 2020 et puis on est tous les trois en fait au même piédestal. On était tous les trois et on se mettait ensemble et on s'est mis ensemble. Voilà. Ok, et eux ils sont déjà préparateurs physiques de base et vous étiez un peu sur la même longueur d'onde. C'est ça. En fait, on s'est connus à travers différentes formations qu'on a pu faire au courant de notre parcours de préparateur physique. À chaque fois, on s'est rencontrés, on se dit, ah, toi aussi, t'es là et tout. Ah, c'est marrant. Tu sais, on a tous des copains de formation avec qui on fait presque toutes les formations. C'était un petit peu ça. Et puis après, on a monté ce projet ensemble. Excellent. Et t'es toujours en Suisse? Non, ça fait 9 mois, 10 mois maintenant que je suis à Montréal. Mince, j'allais dire pour nos confrères, enfin nos confrères, nos compatriotes de la Confédération, j'allais dire il est en Suisse, mais du coup non, maintenant t'es parti à Montréal. Comment ça se fait? Exact. Ouais, j'avais besoin de changer d'environnement, de voir un petit peu autre chose. Et j'ai eu une opportunité. Je me dis, bon, bah, vas-y, let's go. Et puis voilà. Ok, Après, j'ai toujours, à la base, je suis français, j'ai vécu en Suisse, maintenant à Montréal, et après, on verra où l'avenir nous mène, en tout cas. bien sûr. Comment on t'appelle maintenant du coup? Est-ce que t'es coach? T'es préparateur physique? T'es reprogrammeur? T'es... Alors, préparateur physique. C'est marrant, c'est la première fois qu'on me pose cette question pour vrai. Mais ouais, coach, préparateur physique. Après, tu sais, tu mets un nom sur quelque chose. Tu sais, c'est pareil. Qu'est-ce qui différencie vraiment d'un coach, d'un accompagnant, d'un éducateur, d'un entraîneur, d'un préparateur physique, d'un programmeur versus un entraîneur? Est-ce qu'il y a C'est vrai. vraiment besoin de mettre un nom? Je sais pas. Je suis là pour accompagner des personnes dans un objectif. Voilà. Ouais, Ok, je ça suis pas marche. sûr qu'il y a de... Surtout que coach, en vrai, ça, je prends l'exemple de coach. Aujourd'hui, il est mis un petit peu à toutes les sauces. Je suis coach de vie, coach mental, coach ci, coach ça. Et en fait, finalement, t'es coach de tout. Et même coach aujourd'hui ne veut rien dire. Selon moi, en tout cas. Donc, Ouais, non mais je suis ouais, c'est d'accord avec complexe. toi, c'est un peu un fourre-tout, c'est clair. C'est ça. Mais par contre, c'est une Euh, bonne question. Tu sais qu'on me l'a jamais posée, hein, pour vrai. Bah, je me suis demandé parce que moi je t'ai découvert à l'époque où tu avais fait des interviews de coachs justement pour recueillir leurs meilleurs conseils et tu avais fait une sorte de e-book, de livre, je sais plus exactement, de Ouais, c'est ça. formation. Et à l'époque, du coup, tu étais grossièrement préparateur physique ou coach. Et je me suis dit maintenant, avec le développement de tes compétences, tes skills, peut-être que tu es dans Ouais, un autre game, t'es plus coach. ouais. Mais tu sais que pour vrai, c'est marrant, ça me fait réfléchir. C'est pareil, tu vois, il y a des... En fait, je dirais que je suis préparateur physique ou coach, parce que pour moi, c'est quand même pas mal la même chose, avec une spécialisation en posturologie et en reprogrammation neuroposturale. Comme aujourd'hui, il peut y avoir des coachs spécialisés pardon, en nutrition, comme des Ok, coachs spécialisés en perte de poids, comme des coachs spécialisés en Spartan ou en sport hybride. En fait, je pense que c'est plus une spécialisation au sein même de la profession, en fait. Donc, je suis ok. quand même préparateur physique, coach, avec une spécialisation en reprogrammation neuroposturale. D'accord, donc coach, spécialiste, reprogrammation neuroposturale. C'est quoi tes clients, tes élèves type? Est-ce que c'est des sportifs? Est-ce que c'est des gens lambda? Est-ce que c'est des sportifs d'endurance? Ah, endurance, j'en ai pas trop pour vrai. Mais je C'est pense pour ça aussi, que j'ai c'est pris. parce que, ouais, après, je pense aussi, c'est parce que c'est par, tu sais, généralement, quand tu choisis un coach, tu te reflètes aussi à la personne. C'est sûr que si maintenant tu me parles de cardio, je suis pas la première personne que les gens, j'en pensent, tu vois. Donc, c'est vrai que je suis plus des sportifs de tout niveau. Donc, j'ai aussi bien des personnes qui font des Europes, par exemple, comme des personnes qui sont dans leur activité loisir, qui cherchent juste à performer. Quand je dis performance, c'est également juste pouvoir bouger sans avoir mal, sans avoir de tension. Donc, en fait, c'est vraiment ça, mais c'est vraiment des sportifs. J'ai quasiment pas de sédentaires. Non, je n'ai pas. Surtout sportifs. Ok, d'accord, ça marche. Et comment ça se passe? Je viens de voir
je te dis, j'ai envie d'améliorer mes performances. Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu me proposes de plus qu'un préparateur physique classique En ou de fait, différent? ouais, je parle pas vraiment de différence ou c'est juste une sensibilité ou une balance qui est un petit peu différente. En fait, pour expliquer ça, je vais aller un petit peu dans mon parcours de réflexion autour de ça. Euh, Quand on s'intéresse au mouvement, avant la performance, il y a du mouvement. Et quand on s'intéresse au mouvement, on regarde juste un petit peu comment est créé le mouvement. Et là, on se dit, OK, tu regardes un petit peu partout, le cerveau contrôle et contracte des muscles pour créer un mouvement. Du coup, ma réflexion de base, c'est, OK, est-ce que ton cerveau fonctionne bien? C'est-à-dire qu'on a beau décrire une performance qui est amoindrie, des déséquilibres posturaux, des déséquilibres au niveau du mouvement, quelque chose, des fuites d'énergie un petit peu. On se dit, OK, mais est-ce que c'est parce que tu as des muscles qui sont pas bien, qui sont faibles ou sous-activés, etc. Ou est-ce que c'est ton cerveau, il a du mal à contrôler, contracter ces muscles-là? Ok, Et en fait, je prends juste une balance plus, OK, je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du système nerveux, de sorte à ce qu'il puisse reconnecter avec des muscles pour créer un bon mouvement et donc pouvoir chercher une performance. Donc en fait, c'est juste une sensibilité plus à l'aspect neuro. Est-ce que ton système nerveux fonctionne bien? Est-ce qu'il est bien connecté? C'est plus d'accord. dans ce versant-là. Donc toi, tu travaillerais finalement sur le premier maillon de la chaîne qui est responsable du mouvement, qui est de là où part l'ordre moteur, le cerveau, quoi. Hmm. Oui, c'est ça. Et Mon premier. Tu sais, je vais prendre l'exemple. Il y en a certains qui vont dire, ouais, la nutrition, ça va être avant toute chose. ouais, Ouais, selon lui, ok. Selon moi, c'est plus ça. Mais d'accord, ok. les deux vont ensemble, selon moi. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te fait penser, qu'est-ce qui t'a fait penser que c'est le premier maillon? À quel moment tu t'en es rendu compte? Parce que moi, personnellement, j'ai une licence TAPS, alors j'ai pas fait un master, mais on m'a parlé brièvement du cerveau. Bien sûr, c'est important, mais on Ouais. m'a pas fait sentir comme étant un maillon primordial dans la performance, en tout cas. Ben, en fait, ça vient de cette question de base que je me suis posée suite à différentes blessures que j'ai eues, en me disant euh, comment est-ce qu'on bouge? Ça, c'est une question basique. Mais comment est-ce qu'on bouge? Bah, le cerveau contracte des muscles. Donc, à un moment donné, je pense on n'a juste pas le choix de s'intéresser au système nerveux. Ouais, Tu peux en prendre grande considération, comme je le fais, comme tu peux en prendre une petite partie. Mais la réalité, c'est que de toute façon, ton cerveau fera partie de l'équation globale de mouvement. Ben, à un moment donné, t'as juste pas le choix de t'y intéresser. C'est juste pour ça. C'est vraiment cette réflexion de base de comment est-ce qu'on bouge. On sait que le cerveau contracte des muscles, donc t'as pas, enfin, à un moment donné, selon moi, t'as juste pas le choix. ouais, bien sûr. Et avec ton expérience, là, les sportifs que tu accompagnes, est-ce que tu as l'impression qu'on manque, en tout cas les sportifs qui soient de haut niveau ou lambda, est-ce qu'on manque de développement sur ce maillon qui est le cerveau? Alors, de par mon expérience, de ce que j'ai pu voir, aussi bien des personnes que j'en suivis, des nombreux élèves qu'on a formés, oui. Et souvent, les sportifs, ce sont des très très bons compensateurs. Et à défaut, au tout début, quand j'ai découvert un petit peu le monde de la neuro, de la posture, etc., je me dis, ouais, les sportifs de haut niveau, ils doivent hyper bien être calibrés, ils sont au top. Et en fait, plus tu avances, tu te dis, ouais, ce sont surtout des excellents compensateurs. Et en fait, ce qu'il faut toujours voir, c'est le prix que tu payes à court, moyen, long terme. C'est comme la périodisation d'entraînement. C'est-à-dire que effectivement, sur du court terme, ton sportif, il peut bien fonctionner, il peut bien aller. Mais ces compensations, elles sont correctes aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça va être dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans? Et il faut pas oublier que après la carrière de sportif, il y a une vie derrière. Et dépendamment des sports, elle est quand même très très longue. Donc D'accord. ouais, c'est toute cette équation à prendre en considération. Mais encore une fois, par rapport à la question initiale, ouais, les sportifs, ils en ont vraiment besoin et c'est souvent des leviers qui sont non négligeables. Tu sais, des fois, on parle à peu près dépendamment des paramètres qu'on analyse, entre 5 et 15%. Tu sais, quand tu parles avec un sportif de haut niveau, tu dis, oh, je te fais gagner 5 à 15% C'est énorme. sur un mouvement. Tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, dit, ouais, ok, 5, ouais, ça me parle pas. Par contre, un sportif, moi, je le prends tout de suite. Et Clairement. c'est ça qu'il faut se dire. Ok. Et du coup, comment on teste ça? Comment on vérifie si on est bien programmé? Ça demande pas mal d'outils. C'est comme tout, hein, ça demande pas mal d'outils, ça demande une certaine expertise. C'est déjà comprendre comment est-ce que ton système nerveux fonctionne. Toi, pour reprendre sur cette question initiale de comment est-ce qu'on bouge, cerveau, système nerveux, on s'intéresse au système nerveux. Pour faire très simple, il y a 3 étapes. C'est-à-dire que on bouge pour percevoir et on perçoit pour bouger. C'est-à-dire qu'on a un moment donné dans l'équation, on aura des entrées sensorielles.
Mhm. D'accord? C'est la partie, on va dire, invisible que les gens ne travaillent ou stimulent pas suffisamment. Ces informations-là vont arriver jusqu'au système nerveux qui, lui, va les interpréter pour créer du mouvement. Du coup, on peut avoir, dans la logique de comment tester ça, une double entrée. Soit on peut analyser le mouvement pour voir s'il est bon ou il est pas bon. Exemple, ben, je vais te faire un squat. Si je vois un chiffre de bassin, par exemple, ah, ça va peut-être me donner certaines hypothèses de toute cette boucle, elle n'est pas forcément bien calibrée. Ou à l'inverse, je peux faire dans l'autre sens, je peux regarder tes entrées sensorielles. Exemple, ton système visuel, ton système proprioceptif, est-ce qu'il est bien calibré, oui ou non? Parce que si je sais qu'il n'est pas bien calibré, je sais qu'il y aura des répercussions au niveau du mouvement. Donc, D'accord. on peut le faire à double entrée, en fait, pour vrai. Donc typiquement là sur l'exemple que tu nous prends, un shift de bassin sur un squat, selon toi, je prends vraiment de la verticalité, je donne pas mon avis moi en tant que coach, surtout que toi tu es plus Ouais. expérimenté sur cette thématique-là, mais le shift du bassin sur un squat, ce serait entre guillemets négatif et à corriger, pourquoi pas avec de la neuro. Je dirais que la neuro est un outil supplémentaire qui pourrait corriger un shift de bassin. Ok. L'expérience m'a aussi beaucoup montré que dès que tu découvres un nouvel outil, tu vas dire, oh, c'est la pilule magique qui va régler tous les maux. Sauf que la réalité, des fois pas, tu sais, t'as, t'as, il peut y avoir plusieurs raisons qui peuvent expliquer un chiffre de bassin. C'est pour ça que là, je pourrais pas te donner un outil qui va te corriger le chiffre de bassin. Parce qu'il peut y avoir plein d'hypothèses. Par contre, au plus tu as d'outils, au mieux tu peux corriger ce shift de bassin. Parce que selon moi, si tu as un marteau, tu verras des clous partout. Si tu as un tournevis, tu verras des vis partout. Par contre, si tu as un marteau et un tournevis dans ton truc, tu peux distinguer les deux. Et le problème du chiffre de bassin, il peut y avoir énormément de problèmes. Et ce que je te disais, entre court, moyen, long terme, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ton chiffre de bassin, à court terme, il peut t'aider. C'est-à-dire que on te demande de faire un squat. Tu vas prendre le cas extrême. En cas de performance avec un grand P au niveau d'un powerlifter, c'est pas que son chiffre de bassin, il s'en fout, mais il s'en fout un petit peu en compétition. Il Si a ça besoin lui de faire permet son de squat, passer une point. barre, Il a besoin de la faire. ouais. Donc à court terme, c'est bon. Par contre, à moyen long terme, ben, il y aura plus de force qui sera générée d'un côté, plus de traumatisme, plus de tension, etc., etc. À moyen long terme, je suis pas sûr que ce soit la meilleure expérience. Par contre, à court terme, pour une performance, je dis pas que tu en as besoin, mais en tout cas, tu es en train de me montrer que tu en as besoin à court terme. Ok. Et c'était Thibaudot qui avait une fois dit, c'était quoi encore la citation? J'avais bien aimé, c'était ton corps, il t'aime et te déteste. Il t'aime parce qu'il va s'adapter, il va trouver des compensations, mais il te déteste parce que ces adaptations et ces compensations auront des répercussions à moyen et long terme. Et ça m'a pas mal marqué parce que c'est quand même pas mal ça la réalité. D'accord, ok. Donc la neuro finalement, outil de performance et également outil de longévité finalement, parce que ça peut t'aider à préserver des tendons, des ligaments, des articulations sur le Selon long moi, terme. oui. Selon Ok. moi, oui. Je te Donc, dirais pas que maintenant il y a une étude qui va te montrer que le travail neuro va te donner X %. Maintenant, de mon expérience et de ce que j'ai pu rechercher, ça fait quand même énormément de sens. ça tombe bien que tu me parles d'études parce que il y a une grosse, j'allais dire que c'est une grosse trend, mais peut-être que c'est pas une trend et que c'est juste un courant, hein. Mais il y a beaucoup de zététique sur les réseaux, beaucoup de recherches d'évidence, coach EBP, etc. Je suis absolument pas contre. Mais maintenant, voilà, je me questionne. Est-ce que toi, dans ta démarche, tu as des preuves scientifiques qui vont dans ton sens, ou est-ce que toi, au contraire, tu essayes de développer la neuro en mettant en place des protocoles scientifiques? Comment ça se passe? On ne met pas en place des protocoles scientifiques. Des articles, il y en a. Il y en a qui montrent. Après, ça demande quand même un travail de réflexion, de corrélation et de mise en pratique et d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on est les premiers à dire aux élèves qu'on forme, mettez en application et puis on verra ce que ça va donner. Ça, c'est quand même Pouliquin qui disait que les meilleurs historiens, ce sont les chercheurs. Parce que s'il avait dû attendre tout le temps que les chercheurs ils valident ce qu'il fait, bah, il serait passé à côté de beaucoup de médailles. Ça, mon nez, c'est comme ça la réalité de terrain, hein. Et tu le vois même avec les sportifs avec qui tu travailles. Je parle des très 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 haut niveau. Généralement, il y a des choses qui vont pas essayer de débruiter parce que c'est leur paramètre différenciant d'être meilleurs que les concurrents. Bien sûr. Donc oui, il y a des articles. Est-ce qu'il y en a autant qu'on aimerait? Non, évidemment. Parce que la réalité, c'est que ça reste quand même quelque chose d'expérimental, qu'on est en train de vivre sur le terrain et qu'il y a beaucoup de choses à réaliser. Ouais, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Il y a une grosse part d'expérimental dans notre métier. Et effectivement, de toute façon, il faut arrêter de suivre les études systématiquement. Il faut parfois prendre une petite part de risque quand même, tester et puis voir comment ça se passe, hein. Des fois, on a des bonnes surprises. 100%. Et comme tu l'as très bien dit, tester. Et
Tu sais, dans beaucoup d'études, il y a toujours des fois des valeurs aberrantes. C'est-à-dire que dans ton P005, bah, des fois, il y a toujours des valeurs qui sont un petit peu en dehors. T'en fais quoi de lui? Sauf que si, Ouais. imaginons, c'est ton sportif, c'est ton P qui a une valeur hors zone, hors Est-ce que ce tendance. serait T'en fais l'exception? quoi? Exactement. C'est vrai Et ça, t'en fais c'est vrai. quoi? Sauf que si c'est ton sportif, on est sportif individuel, c'est lui. Ouais, mais t'en fais quoi? Tu vas pas dire, ah, mais l'étude a montré que ça. Ouais, mais moi, ça marche pas. Ouais, mais l'étude, ouais, mais ça, c'est toujours, pour moi, c'est une question de balance. C'est trouver le bon équilibre entre les recherches, oui, mais trouve le bon équilibre avec ce qui marche sur le terrain, entre guillemets. Faut pas oublier que les études sont faites sur des Des moyennes gros et que échantillons, les ouais. sportifs, les top level, ils sont pas dans la moyenne, eux. Ils sont au-dessus. Ils Donc, sont en hors fait, moyenne. prendre quelque chose quelque chose qui est hors moyenne, le limiter à quelque chose qui est dans la moyenne, je te dirais, c'est presque à contresens, contre nature. C'est vrai que si on C'est, doit se limiter à des méthodes standards pour des gens qui sont pas standards, il y a une incohérence. Et il y a une question qui me vient du coup, tu as peut-être déjà en partie répondu, mais tu vas pouvoir détailler. Tu me dis que c'est de l'empirisme, c'est de l'expérimentation, qu'il n'y a peut-être pas encore énormément de preuves scientifiques, mais comment tu as découvert ça? Comment tu t'es formé? Est-ce que tu peux nous parler peut-être des livres, de où est-ce que tu es parti tester? Parce que ça sort pas de nulle part, tu t'es pas dit tiens, je vais en non, neuro. Tu nous as non, parlé de non, non. formation. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est il y avait deux choses. Euh, donc ça rejoint un petit peu mon parcours et ce qui m'a emmené. J'avais beaucoup de douleurs au dos, notamment, même si bien tout mon côté gauche buguait énormément, mais il y avait beaucoup des douleurs de dos et c'est ça qui m'a amené beaucoup de réflexions en me disant, ah mince, ben c'est ce qui m'a également questionné de faire plein de formations parce que je voulais être mon premier patient, mon premier cobaye, mon premier client, etc. Parce que si en tant que coach, préparateur physique, t'arrives pas à t'entraîner parce que t'as tout le temps mal, comment tu veux coacher des gens qui n'ont pas mal? C'est chaud quand même, tu vois. Donc on est quand même la vitrine de notre métier. Donc si toi tu peux pas t'entraîner parce que t'as tout le temps mal, légitimité, il y a mieux quand même. Logique. Et, C'est pour ça d'ailleurs et qu'en ce moment, avec ma rupture du croisé antérieur, je me sens un petit peu mal parce que bon, je peux pas m'entraîner, donc ça fait chier. Mais c'est pas grave, je vais développer d'autres skills, mais je partage c'est, ce que tu me dis. tu vois, je prends l'exemple de Tom Tellier, je sais pas si tu connais, un Bien super bon sûr. préparateur physique. Ben, tu vois, à un moment donné, il s'était pété les croisés, il a fait un programme sur les croisés. Alors, il y a des forces, des faiblesses. Par contre, il sait de quoi il parle. Il sait C'est par où clair. il est passé, tu vois. Donc, enfin bref, moi j'aime bien les gens qui expérimentent comme ça. Enfin bref, on s'étale peut-être. Mais et du coup, c'est toute cette réflexion qui m'a emmené en me questionnant, ben ouais, il y a peut-être quelque chose qui va pas chez moi en fait. Et du coup, bah tu cherches d'abord entraînement structurel. Tu sais, je suis quand même passé par les écoles type FMS, etc. Bref, un petit peu comme tout le monde, hein, comme tous les préparateurs Ok. physiques, puis avec un certain résultat, mais rien de tenable dans le temps. Puis après, tu commences à chercher, puis après, tu vas un peu regarder côté posture. Ah tiens, il y a peut-être des choses au niveau postural. Puis après, de la posture, tu as commencé à chercher neuro, et après, quand tu commences un petit peu à mixer le tout pour faire ta propre sauce. Donc c'est pas mal ce parcours-là. C'est vrai qu'en francophonie, il n'y a pas grand-chose, et c'est pour ça que notamment avec Labo, on est quand même pas Bah, mal vous êtes. pionnier. Pourquoi? Parce que bah, il y a personne d'autre pour vrai. La réalité, c'est ça. On s'est quand même pas mal formé dans tout ce qui était dans nord-américain, etc. Mais parce qu'on n'avait pas le choix. Après, il y a les livres de Thierry Paillard sur cerveau, sport et mouvement, je crois de tête. C'est une petite Ok. couverture blanc avec vert. C'est pas mal. C'est un chercheur à Grenoble, je crois, sur la posture. Pour vrai, ça reste. Il y aura pas de billes pratiques, je vous rassure. Ça reste très théorique, mais ça permet quand même de comprendre toute la logique qui est derrière. Donc, Ok, donc quand même assez pionnier dans le domaine de la francophonie, hein, parce que j'ai recherché, et t'es quand même un des seuls à en parler systématiquement, régulièrement. Donc je me suis dit où est-ce qu'il est allé chercher ça? Mais du coup plutôt nord-américain, Canada, tout ça. ouais, États-Unis. Après, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est comment moi je le conçois, c'est que c'est pour ça qu'on aime bien dire avec Romain et Adrien, c'est que c'est pas une méthode, c'est des principes. C'est-à-dire qu'une fois que tu comprends un petit peu comment le système nerveux il fonctionne, tous les outils, tu peux les utiliser, que ce soit la neurologie fonctionnelle, tu le mets dedans, la posture. Tu sais, il y a le courant FRC là dans tout ce qui est la proprioception. Mais la proprioception, certes, il l'oriente au niveau structurel, tissu, contraintes, etc. Mais la réalité, c'est que ça reste une entrée sensorielle aussi. Et en fait, selon moi, en ayant des principes bien forts, en fait, tout ce que tu peux voir dans le monde aujourd'hui, ce sont des outils qui vont rentrer dans ton système. Et c'est ça la différence, selon moi, des principes versus des méthodes. Les méthodes, tu es cantonné à une chose, c'est comme ça et pas autrement, versus des principes où tu as quelque chose, un système d'entraînement. En tant que coach, normalement, tout le monde a un système. Mais en fait, de ce système-là, tout ce que tu peux voir après, tu vas découvrir telle méthode ou telle technique qui vient se greffer dessus pour avoir ton propre système d'entraînement qui t'apporte des résultats.
Et c'est pour Il ça que pour intègre moi, et tu peaufines ton pardon, système. c'est ça. Bah, c'est Bruce Lee qui disait, dans le version de Jeet Kune Do, c'est lui qui disait justement, prends ce qu'il y a à apprendre et enlève ce qui est inutile. La réalité, c'est quand même ça, hein. Et il y a pas, selon moi, tu vois, je prends l'exemple de FRC, à un moment donné, tu parlais de mode avant avec tout ce qui était comment on appelle ça, les floss bands, les Ouais, voodoo floss, etc. Ça, à un moment donné, tout le monde, avec Kelly Starrett, etc., il disait, waouh, c'est trop bien, ça marche pour tout le monde, etc. Puis après, tu rencontres une personne à qui ça marche pas. Puis après, une autre, ça marche pas non plus. Une autre, ça marche pas non plus. Et alors, une autre, lui, ça marche bien. Là, tu dis, ouais, mince, c'est miracle, mais il y en a, ça marche que sur la moitié des personnes. Donc en fait, c'est pour ça que quand tu as des principes, quand tu comprends un peu comment tout fonctionne, en fait, tout est bon. Ça dépend du contexte, ça dépend de la personne. ouais, bien sûr. D'où le fait d'avoir une expertise expérimentée pour prendre des outils, les utiliser avec certaines personnes, les mettre de côté avec d'autres personnes, mais pas dire oui ou non. C'est pas tout est noir ou tout est blanc. C'est que des nuances, c'est une queue de balance. Et j'aime bien, parce que ça me fait penser je suis pas vieux, hein, mais depuis le début de ma carrière, j'ai vu énormément de personnes qui ont fait énormément de formations. Et c'est intéressant d'observer l'évolution de ces personnes. Tu vois, je prends l'exemple, tu m'as dit avant, ça fait longtemps, tu parles que de ça. Ouais, parce que d'une part, je suis passionné par rapport à ça et je fais beaucoup de recherches. Mais j'ai déjà connu énormément de personnes, ils vont faire un type de formation, c'est le principe versus méthode. Ils font une type de Ouais. formation, exemple hypertrophie, pendant un an ou 6 mois, un an, ils vont parler que de ça. Puis d'un coup, ils vont découvrir une nouvelle chose. Ils vont découvrir, allez, imaginons FRC. D'un coup, ils vont faire que ça. Ils vont faire que ça. Tout va passer au niveau de la mobilité. Ensuite, ils vont découvrir la respiration. D'un coup, pendant 6 mois, un an, tu verras que de la respiration et comme s'il avait oublié tout ce qu'il dit. Alors qu'avant, ça leur apportait déjà des résultats. Et Bien là sûr. où parce que tu passes d'une technique ou d'une méthode à une autre, plutôt que d'avoir un principe où tu vas prendre l'outil de la respiration, l'outil des FRC, l'hypertrophie, etc. Et en fait, c'est plus comme ça que je vois. Et c'est pour ça que c'est un conseil que je peux donner à tous les coachs préparateurs physiques. Aie un système et ne navigue pas de gauche à droite. Aie quelque Mm. chose qui soit fort et viens implémenter au fur et à mesure avec toutes les nouvelles découvertes et tes problématiques de terrain qui t'emmènent à une nouvelle réflexion. Parce qu'on n'a pas la Ok. science infuse, hein. C'est ça la réalité aussi, hein. Ouais, bien sûr. Donc ne pas remplacer ses précédents outils, mais plutôt en greffer d'autres autour pour pouvoir étayer son propos et puis être plus large dans son spectre de méthode, quoi. Selon moi, oui. Ça, parce que j'en ai vu déjà tellement qui ont changé tellement de. J'ai l'impression qu'ils ont eu 15 vies de carrière de coach, alors qu'en fait, tu travailles avec un humain, ça n'a pas changé, hein. Enfin bref. T'as parlé de proprioception avant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le lien qu'il y aurait entre la proprio et la neuro? Tu l'as vaguement expliqué, mais pour ceux qui nous expliquent, pour ceux qui sont pas forcément coachs et qui sont plutôt sportifs, que ce soit Ouais. débutants ou même avancés. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh, Déjà, il y a une grosse mécompréhension au niveau de la proprioception. Des fois, on taille un petit peu, encore moins en ce moment. C'est ceux qui font de la proprioception sur un bosu, sur les surfaces instables. C'est Explique-nous pas mauvais. pourquoi. Ouais. Justement, c'est pas mauvais de travailler sur surface instable. On dit juste que ça a une valence, hein, il n'y a jamais de blanc ou noir. S'il y a une valence plus importante au niveau de l'équilibre, et qui gère l'équilibre, c'est le système vestibulaire. Donc en fait, dire que tu travailles ta proprio sur surface instable, en fait, c'est juste une erreur protocolaire. C'est comme si tu disais, je travaille mes biceps et que tu fais que des triceps extensions. Ouais, c'est pas la même chose en fait, tu vois. C'est un Ouais, peu dans le même ordre d'idée. La proprioception, c'est quoi? Tu peux le voir d'une manière, d'une lentille plus neuro. C'est juste une manière de se représenter ton corps dans l'espace et dans le temps. Ça veut dire que c'est ta capacité à mapper ça. On peut avoir une entrée très réceptoriale, on va dire, par exemple l'articulation du coude. Je travaille ma proprioception du coude, hop, d'accord, tu peux faire l'écart, tu peux faire tout ce que tu veux, etc. Ou la hanche, le genou, la cheville, peu importe. On travaille sur les récepteurs, on travaille sur les tissus. Mais la réalité, c'est quoi? Tu sais, quand je te disais, comment est-ce qu'on bouge? Il y a le système nerveux. On peut rendre des tissus plus résilients. On peut entraîner ces tissus-là. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que cette information proprioceptive, ben, elle va passer par un nerf de toute façon. Il n'y a pas juste ouais, une articulation, il n'y a pas juste un muscle. Il y a un nerf qui va passer. Ben, cette information qui va passer par le nerf, elle va arriver jusqu'au tronc cérébral. Donc indirectement, de toute façon, tu travailles déjà sur ton système nerveux. Mais en même temps, cette articulation-là, on prend l'articulation du poignet parce que c'est le plus facile et comme ça je peux montrer à la caméra. Il y a un nerf ici qui s'appelle le lobe pariétal, pour faire très simple. Ben, en fait, partie du cerveau. Ouais. partie du cerveau, pour faire très simple, c'est-à-dire que quand tu fais tous tes exercices de CARS, de proprioception de manière générale au niveau de ton poignet, de toute façon, tu auras travaillé sur ton nerf, tu auras travaillé sur ton tronc cérébral, tu auras travaillé sur ton lobe pariétal et en plus de ça, ton lobe frontal.
qui est toujours une partie du cerveau, mais qui est le plus savant, qui permet de contrôler ce mouvement, de faire ce mouvement. Donc, c'est pour ça que je te disais que, de toute façon, quand on bouge, il y a une application du système nerveux. L'idée, c'est juste d'en prendre considération. Donc, oui, rendre des tissus plus résilients, etc., avec tes CARS, enfin bref, tous les outils de proprioception qui peuvent exister, même le voodoo floss, hein, ça reste de la proprioception, C'est ben, quoi tu auras exactement travaillé ça? sur ton nerf. Tu peux nous expliquer pour ceux qui écoutent? C'est juste avec de la compression. Enfin, tu viens Ouais. faire de la compression et en fait, tu viens bouger tu viens bouger l'articulation. Tu comprimes et tu viens mettre un peu d'angle articulaire, de la rotation. C'est ça, Ouais, c'est ça. ok. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que entre le voodoo et par exemple ou les CARS, etc., c'est juste différents récepteurs proprioceptifs. Mais tu auras toujours travaillé sur ton nerf, tu auras toujours travaillé sur ton tronc cérébral, tu auras toujours travaillé Quoi qu'il en ton soit, le pariétal. cerveau, il est dans l'équation. Il est dans Ah, l'équation. ok. L'idée, c'est juste d'en prendre considération. Et du coup, par rapport à la question, c'est quoi la proprio? C'est une implication de tout ton système en lien avec les articulations, les ligaments, les muscles, bref, ce que habituellement on connaît. Ok. Mais c'est Donc une équation globale. la proprio, ça fait partie de ce que tu travailles quand tu es avec un athlète et que tu veux bosser sur la neuro. C'est ça. Je veux pas travailler avec la neuro. J'utilise la neuro pour répondre à un objectif de la personne. Ouais, C'est ça qu'il faut se dire, c'est que la neuro, c'est un maillon central, comme tu l'as évoqué, mais ça reste un outil. Et la neuro ne va pas te faire gagner 50%. Tu vois, la neuro ne va pas te faire gagner, passer d'un squat à 100 à 150. Non, c'est pas ça. Par contre, de 100, 105, 110, ok, peut-être. Et après, l'idée, c'est ton entraînement qui va faire que tu vas progresser. C'est un outil supplémentaire dans le développement par rapport à un objectif de la personne. d'accord. Ok, Ça, ça c'est marche. comme, il y a un exemple qui me vient en tête. Adrien, il aime bien l'utiliser tout le temps dans différents exemples. Quand il y a une personne qui vient pour une perte de poids, on sait que l'entraînement, c'est bon. On sait que l'alimentation, c'est bon. Par contre, les deux ensemble, c'est mieux. Bien sûr. Pourquoi dans l'entraînement physique, on ne parle pas, il y a l'entraînement d'un côté, c'est bien, la neuro, c'est bien, pourquoi pas faire les deux? Bah, ouais. Ça paraît évident, comme vu comme ça. Exactement. Et tu m'as parlé de perte de poids, ça vous arrive d'accompagner des gens qui sont en perte de poids au labo alors ou c'est vraiment que des athlètes? Non, il n'y a pas que des athlètes. Alors, Des c'est ça sportifs en qui est tout cas. intéressant. Ouais, non. En fait, on est tous les trois cofondateurs. On a tous les trois euh, on travaille avec des populations différentes. Toi, je vais prendre Romain, c'est que de la perf. C'est-à-dire que les gens, ils viennent pas le voir pour faire la neuro. Ils viennent pour préparer les Europes, les mondiaux, les JO, etc. Vraiment que de la performance et il inclut l'outil de neuro dedans. Moi, j'ai des personnes de tout niveau, comme je disais avant, personnes qui sont juste amateurs, comme des gens qui vont faire les France, les Europes. Adrien, lui, travaille beaucoup avec des enfants qui sont troubles neurodéveloppementaux ou alors des personnes qui ont enfin, un peu plus large. Et dans nos élèves, en fait, la réalité, tu vois, principe versus méthode. Vu que c'est des principes, tu peux le transposer partout. On a des préparateurs mentaux, on a deux médecins, on a des psychomotes, on a des préparateurs mentaux, je sais pas si je l'ai déjà dit, bref, préparateurs mentaux, on a des personnes qui travaillent avec des personnes en handicap. Donc, vu que tu as des principes, en fait, on dit pas qu'il faut que tu changes tout ce que tu fais. C'est comment, avec ce que tu connais, tu peux être plus précis dans ton intervention avec les personnes que tu accompagnes. C'est ça l'idée. C'est pas de changer tout ce que tu fais. C'est comment est-ce que, avec cette compréhension, tu peux avoir plus de résultats. C'est tout. D'accord. Ok. Euh, Toi, à l'heure actuelle, déjà quels sont tes objectifs sportifs? Est-ce que c'est plutôt de l'entretien ou est-ce que t'as... Comment tu pratiques? C'est muscu, c'est tu t'orientes vers des compètes C'est une bonne question. Ça change pas mal. Enfin, ça change pas mal. J'aime bien me mettre des objectifs, etc. De par mon parcours, aujourd'hui, c'est vraiment, j'essaie de m'entraîner pour la santé. C'est-à-dire essayer de travailler un petit peu sur. C'est pour ça, quand tu me parlais d'entraînement hybride, ça me parle pas mal parce que ça rentre quand même pas mal là-dedans. Mais j'aime aussi bien être fort, tu sais, à soulever des charges, comme quelqu'un qui peut être suffisamment mobile, travailler mon side split, par exemple. Je veux travailler en même temps mon front lever, qui rentre un petit peu dans la calisthénie, mais ça veut rentrer D'accord. dans des cases. Mon objectif, c'est plus pouvoir être libre du mouvement. C'est-à-dire que si maintenant je veux faire ça, je peux le faire. Je travaille aussi bien la performance physique, où l'objectif c'est de bien bouger, soulever lourd, être rapide, être endurant. Ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté parce que l'endurance c'était vraiment plus. C'est pour ça que je disais ça. Mais Tu par m'en as contre aussi parlé bien juste avant, effectivement. motrice, c'est-à-dire que bah, je vais faire du jonglage. J'aime bien le jonglage. Je vais déjà juste faire des petits sauts, etc. En fait, bien bouger et bouger fort. Donc c'est plus dans ce sens-là, c'est être libre de faire ce que je veux et pas être fatigué, par exemple si je cours derrière le bus, par Ouais, exemple. bien sûr.
Ça me parle énormément ce que tu dis là, être libre, être complet. C'est pour ça que moi je m'orientais plus sur des efforts type Spartan parce que j'aime ce côté complexe de associer un effort de sprint avec une course qui va durer plus ou moins longtemps, des efforts de force, pourquoi pas un peu de coordination. Le jonglage d'ailleurs j'aime beaucoup même si j'en fais peut-être pas assez parce que au-dessus de 3 balles ça y est je suis perdu. Mais, Ah, mais c'est vrai que au 3 balles, c'est ça déjà peut pas être cool. mal pour vrai certains. Mais moi, Ouais, j'aime bien. C'est pour ça que quand tu m'as parlé Spartan et tout, c'était en off, je crois. Bref, c'est pas grave. ouais. Mais j'ai bien aimé parce que à un moment donné, je me dis, ouais, vas-y, je me chauffe et tout, je vais faire ça. Puis finalement, j'ai pas fait. Bah écoute, cette année je pourrais pas t'accompagner si jamais t'en fais une, mais je t'encourage vraiment à le faire parce que c'est super intéressant comme effort. C'est un vrai test et je sais que dans la salle où je travaille et même avec mes clients actuels, j'essaye de vraiment les motiver à juste se challenger une fois, en faire une. Ouais. Il y a plein de formats possibles et tu vois où sont tes lacunes parce qu'il y a beaucoup de force de préhension. Ça c'est peut-être un petit peu le défaut. Il y a beaucoup de force de préhension, peut-être pas assez de Mhm. force de pousser. Mais c'est vrai que tu vas vite comprendre si t'es pas capable de tenir sur la durée ou si t'es pas capable de porter une charge assez lourde ou juste de te suspendre parce qu'il y a beaucoup d'échelles Mhm. Ouais. de singes et dès que tu peux pas te suspendre plus de 30 secondes, là t'es en galère. C'est chaud. Donc je te conseille Mais, de tester. et je dirais qu'il y a un autre point négatif, selon moi, c'est ça manque d'explosivité. Ça Ouais, reste aussi, vraiment très long. Mais après, encore une fois, c'est vrai. il n'y a pas de, ça c'est comme tout, il n'y a pas de truc parfait. C'est trouver une Non, valence plus ou moins cohérente par rapport à ce que tu recherches. c'est vrai. Puis on n'est pas obligé de faire que des Spartans, hein. Là j'ai vu qu'il y avait aussi l'émergence de Hyrox. Je sais pas si Ouais. t'as vu ce que Ouais, c'était. j'ai vu passer, ouais. Bon, ça a l'air énervé, hein. Honnêtement, ça a l'air d'être une torture pure, mais bon, pourquoi pas, quand je me serai remis, j'essaierai. Donc du coup, tu me disais que tu essayes d'être complet. Et ça ressemble à quoi tes entraînements concrètement? C'est type full body ou alors un jour tu vas faire de la force, un jour tu vas Full faire body. full Alors body. ça, je te dis ça depuis, depuis le 1er janvier. Chaque année, je me mets un petit peu des objectifs. J'essaie un petit peu de réajuster. On va dire que là, séance full body tous les jours. Ce que je fais, c'est que je fonctionne beaucoup par période. Là, c'est plus dans tout ce qui est qualité d'organisation. Bref, j'ai 1 heure de séance par jour. Et dans ces 1 heure, je cale 10 minutes de jonglage. On va dire jonglage parce que c'est Ah, mon quand même. focus de cette année. Ouais, 10 minutes que jonglage. 10 minutes de travail de handstand parce que c'est mon objectif de cette année. Trop cool. Et ensuite, je travaille sur push-pull leg, classique, sur les 3 patterns. Et ensuite, un peu de cardio. Ok. Donc Voilà, c'est le tout en. Mais parce qu'à la base, ben le jonglage, je mettais un petit peu en dehors. Et la réalité, c'est tu sais, toujours trouver la balance entre l'activité professionnelle et s'entraîner pour toi. Tu sais, à mon nez, je m'entraînais des fois juste caler 30 minutes. Je dis, ouais, non, mon nez, Seb, ça va pas là. Cale un peu plus de temps, tu vois. Du coup, je me cale 1 heure. Par contre, c'est très dense. Ouais, c'est très dense. Et j'y vais tous les jours. le jonglage, là, t'en es rendu à combien? Parce que 10 minutes par jour, si t'as commencé début janvier, tu dois être une machine là déjà, non? Non, trois balles, toujours. L'objectif, c'est 5 fin d'année. Je pense que ça va Wow. être vraiment tendu. Par contre, je fais 3 balles et j'essaie de plein de formes différentes. Parce qu'en vrai, la réalité, avec 3 balles, il y a plein de choses. Là, aujourd'hui, mon objectif, c'est sur ce mois, donc on est en mars, c'est de passer du sol au mur en l'air. De switcher là. Donc là, Ok. j'arrive 50 partout. L'objectif, c'est de réussir à switcher là. Et ça, c'est un autre deal. Après, il y a plein de variantes, etc. Mais ouais, c'est mon challenge. T'as l'impression que le jonglage en début d'entraînement, parce que si tu me l'as bien dit dans l'ordre, c'est en début d'entraînement, hein. Ouais, Est-ce qu'en début d'entraînement, ça a une vertu par rapport à l'éveil de tes sens, enfin de tes sens, de ton système neuromusculaire, par rapport à ce qui suit après ou pas? 100%. Il y 100%. a beaucoup d'études, en vrai, pour vrai, hein, il y a énormément d'études qui montrent justement le lien entre la coordination et plein de choses, la stimulation de la matière grise, la capacité de concentration, d'attention, et même, tu sais, tu prends un mouvement développé, par exemple, que c'est la coordination œil-main. Ah, c'est ce qui est permis par le jonglage. Donc, il y a beaucoup de ça. Ah, je l'ai fait en version rapide, hein, mon programme. Moi, effectivement, il y a ça où l'objectif sur ces 10 minutes, c'est de développer les skills. C'est-à-dire, je teste de nouvelles choses. Par contre, au courant de ma séance, je travaille beaucoup tout ce qui est EMOM, etc. Parce que comme ça crée de la dance training, Tu peux etc. nous Ça me expliquer permet de. IMOM, ce que c'est? En gros, je pars toutes les minutes. Je fais du dance training, en fait, un peu popularisé, on va dire, par Keegan Smith. En fait, ça me permet surtout d'avoir de la densité. Par contre, quand je fais ma série, bah après, généralement, il y a un peu 30, 40 secondes un petit peu off. Bah là, je fais encore du jonglage. Mais non pas pour développer un skills, mais pour travailler sous état de fatigue sur quelque chose que je maîtrise. Comme ça me Ok. permet aussi d'ancrer ça, tout en restant actif et ça me tu sais, enfin,
quand je travaillais dans les salles plus commerciales, on va dire, Ouais. tu sais, le repos, c'est ça, hein, sur le téléphone. C'est sur le Ouais, téléphone, ça. bien sûr. Je fais juste une petite, une petite réexplication pour ceux qui nous expliquent et qui connaissent pas ce que c'est que le IMOM. C'est Ah, Every pardon. Minute on the Minute. Donc vous faites une série toutes les minutes et donc tu le définis à l'avance. Je sais pas, toi par exemple, ça peut être 10 répétitions de squat à. Ouais, ça dépend. Bon, Vu que tu t'entraînes tous les 10 jours, t'as pas le choix de répartir le volume et ouais, l'intensité au cours de la semaine. ok. Mais donc du coup, si tu termines ta série à 40 secondes, il te reste 20 secondes de temps de repos et Ouais, c'est toi là, ça. typiquement, tu places du jonglage et C'est t'es ça. fatigué, donc ça te met. C'est une mise en pratique sous fatigue quoi. C'est ça. Exact. Ok, trop Parce cool. que aujourd'hui, je le mets au même PD. Encore une fois, pour moi, hein, puisque encore une fois, j'ai pas objectif X, Y, c'est pour la santé, etc. Donc du coup, je le mets presque au même piédestal entre la performance motrice, performance physique. Et c'est pour ça que j'inclus les deux dedans. D'accord. Euh, Moi, le jonglage, ça me parle. Je trouve que c'est assez simple à implémenter. Est-ce que tout le monde bénéficierait des effets du jonglage dans les 5 10 premières minutes avant de faire un entraînement que ce soit de muscu classique, que ce soit de... Bon, on va rester sur de la musculation ou du fitness, mais je suis sûr que ça pourra peut-être être transposable à un entraînement de lutte. Moi, ça m'aurait peut-être permis de pas me blesser. Donc, qu'est-ce que t'en penses de ça? Pour tout le monde? Oui, Ouais. clairement oui. Bah, en tout cas, il y a zéro contre-indication. Au mieux, tu vas stimuler ta matière grise. Au mieux, tu seras plus concentré. Au mieux, tu vas améliorer ton équilibre. Au mieux, tu vas améliorer ta coordination. Bah, que je prends. Ok. C'est après effectivement, tu vois, c'est pour ça que je te disais une fois que tu comprends un petit peu le système nerveux, tu peux toujours individualiser plus pour la personne. Tu vois, la personne a des problématiques plus, on va rentrer dans le détail, mais un peu plus cervelées. Bah, tu vas faire un peu plus de jonglage main gauche. Bah, tu peux mettre cacher un œil pour justement favoriser. Bref, il y a plein d'outils. Par contre, juste le fait de jongler comme ça, c'est sûr que c'est bon. Donc, est-ce que c'est valable pour tout le monde? Oui. Pour les personnes qui ont problème d'attention, problème de coordination, ou juste ceux qui veulent être juste bien en fait. Et il faut pas Ok. oublier une chose, c'est quand tu travailles avec les deux mains, c'est que tes deux hémisphères, tes deux cerveaux, ils travaillent ensemble. Bien C'est sûr. quand même pas mal. Ok. Donc Il y a oui, d'autres 100%. petits... D'autres un petit peu des petites astuces comme ça, des petits tips qu'on pourrait implémenter simplement en tant que sportif en début de séance ou pendant le temps de repos comme tu fais. Oui, je te dirais une chose toute simple, c'est stimuler le système vestibulaire. Non pas parce que tout le monde en a besoin, mais juste parce que personne le fait. Et je dis pas que ça marchera à 100%, je dis juste que des fois ça peut bien marcher. Donc des choses toutes simples, ce que tu peux faire, c'est juste Travail ton d'équilibre du coup, hein, système vestibulaire. d'équilibre. Alors, système d'équilibre, c'est l'oreille interne qui est située là et Ouais. réagit à l'accélération. C'est-à-dire que des fois, tu vas juste te mettre, dépendamment de ton niveau, sur deux jambes ou sur une jambe et tu vas faire juste des mouvements rapides de non. Ça perturbe l'oreille Ça interne. perturbe, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que tu vois, quand tu comprends un peu le principe, ben, tu vas faire un handstand. Si tu es très bon en handstand, ben, tu peux commencer à mettre du bruit dans le système. Ben, pendant que tu es en position handstand, tu vas tourner la tête rapidement à gauche. Tu verras que ce sera pas la même chose. Ouais, non, je suis en Mais train de m'imaginer parce que je l'ai beaucoup pratiqué et c'est vrai que dès que ta tête elle est stable, que tu fixes un point, ça va. Mais dès que tu commences à mettre des mouvements de rotation, c'est plus la même chose, la gestion de l'équilibre. Ok. ouais, 100%. Ouais, je dirais ça. C'est pas individualisé. Encore une fois, peut-être ça va pas matcher pour ceux qui nous écoutent, mais généralement les gens le stimulent très peu et généralement ça fera pas de mal. Généralement, c'est méthode bazooka là. Ouais, 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 ok, ça marche. À Voilà, tester et vous verrez bien si ça vous est favorable dans vos entraînements. c'est ça. Le Euh, meilleur moyen pour savoir, c'est tu fais un test-retest. Tu vas tester un mouvement d'équilibre, par exemple, ou alors de mobilité. Tu vas faire tes stimulations vestibulaires. Si c'est mieux, garde-le. S'il n'y a pas de résultat, ça régresse, enlève-le. Voilà. Ton corps, il ok, sera toujours mieux que nous. d'accord. Donc typiquement, je fais un handstand, je regarde comment ça se passe, Ouais, je reviens en position debout, normal. je fais Debout, mon pieds joints. test avec Sur la 20 secondes, perturbation du système vestibulaire et je repars en handstand. c'est ça. Si t'es mieux, tant mieux, tu peux le garder. Si c'est pareil ou si c'est pire, tu enlèves. Voilà. Ok, ça marche. Donc toi, typiquement, t'accueilles un sportif qui a une problématique, ça peut être un haltérophile. Bah, c'est quoi, typiquement les sportifs sur lesquels t'as eu les plus gros résultats? Comme ça, on va Oh, aller les chercher plus des cas gros. concrets. Des bons résultats, on va pas aller Euh, chercher les plus gros, mais des bons résultats où tu t'es dit, ah ouais, là je suis content des apports que j'ai pu fournir avec lui. En fait, c'est difficile à répondre parce que la réalité, c'est qu'il y a tellement d'objectifs différents. Il y en a qui incluent ça directement dans leur programme d'entraînement. Il y a, je prends l'exemple d'une personne que j'ai juste après en suivi. Ben, elle avait mal au pied, elle n'arrivait même plus à marcher. Elle n'arrive même plus à marcher tellement elle avait mal. Aujourd'hui, elle arrive à courir. Alors oui, on n'arrive pas à le chiffrer. Par contre, ça reste quand même beau, hein, tu vois. C'est
Ouais, c'est pas la plus grosse parce qu'il y en a eu tellement que j'ai suivi. Je sais pas. Ouais, c'est une bonne question hein, pour vrai. Ouais, c'est difficile à mesurer pour vrai. Sans aller chercher en tout cas Ouais. des gros progrès, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a des sports qui, dans une recherche de performance, compétitive là j'entends, bénéficieraient plus que d'autres sports de l'implémentation de la neuro? De but en blanc comme ça, je te dirais surtout les sports asymétriques. Ce qui en fait Tennis, quand même, ouais, c'est ça. Bon, on va golf. dire, c'est ça. Beaucoup de sports asymétriques parce que de par leur hyper spécialisation, ils vont entraîner plus un côté d'un corps que de l'autre. Non, certes d'un point de vue structurel, mais également d'un point de vue neuro, parce qu'encore une fois, tout est interrelié. C'est sûr que si tu es au golf, alors j'ai jamais fait de golf de ma vie, ça se trouve, Moi non plus. je me trompe. Par contre, si tu te fais que d'un côté à gauche, rapide là, bah, tu vois, ce qu'on disait avec l'oreille interne, bah, tu le simules qu'à gauche, à droite, il est un peu sous-activé. Ok, Et ouais. donc les sports asymétriques, je te dirais, ouais, ça peut être pas mal pour vrai. D'accord, ça marche. Je réfléchis à un sport asymétrique. En ce moment, je sais pas si tu as suivi, il y a il y a une trend un peu, encore une fois, de MMA, sport de combat. Ça vient vraiment très Ouais, ouais. intensément sur le devant de la scène. Est-ce que tu penses que la neuro, ça, ce serait cool à implémenter dans la pratique de ce genre de sport? Parce que j'en ai jamais entendu parler dans les sports. C'est beaucoup de sparring, c'est beaucoup de travail technique, mais Alors, moi, j'ai jamais eu de personnes en suivi qui faisaient du MMA. Par contre, j'ai déjà vu plusieurs personnes qui avaient des suivis avec des personnes qui faisaient des arts martiaux mixtes. mhm. Et il y avait pas mal. Alors, c'était pas comme nous on le pense la neuro. Par contre, des exercices avec balles, de coordination, de réactivité, etc. J'en ai déjà vu quand même pas mal. Maintenant, ouais. Est-ce que ça pourrait être utile? Le problème, Certainement, mais dans quelle certainement, mesure? c'est ça. Et plus qu'un sport, je parlerais par rapport à un individu. Parce que oui, effectivement, il y a des exigences par rapport au sport, mais après, c'est qu'est-ce que toi, tu as besoin. Et c'est pour ça qu'avec Labo, on dit de moins en moins, on fait de la neuro. Ce qu'on fait, c'est de la prise en charge individualisée. On utilise la neuro pour répondre à un besoin, pour répondre à un objectif. La neuro va être un outil qu'on va pouvoir utiliser pour répondre à un objectif, à ton objectif. C'est de l'individualisation. Donc plus qu'un sport, je te dirais, ça dépend de la personne qui est devant moi en fait. Ok, ça marche. Tu parles d'individualisation, je me permets de plonger direct dans cette opportunité. Moi, peut-être que les gens le savent, peut-être que vous avez suivi ou pas, je viens de me déchirer le croisé antérieur sur le genou droit. Dans un cas comme ça, avec une expérience un peu traumatique, je suppose que je pourrais bénéficier aussi de tes enseignements, de ton suivi. Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un de blessé dans ce cadre-là, d'un un LCA ou autre chose? Moi, ancien Quoi de LCA que mieux? j'ai eu à gauche, c'est ça. Pour vrai, oui. Par contre, ce qui est toujours intéressant quand il y a des blessures de ce type-là, c'est faire un accompagnement en adéquation avec le corps médical, que ce soit le médecin, le chirurgien, mais également le kiné. Parce qu'encore une fois, tout le monde a sa place. Le kiné, il s'occupe de la rééducation. La réathlétisation, ça reste une zone grise. On ne sait pas trop qui s'en occupe. Est-ce que c'est le kiné? Est-ce que c'est le préparateur physique? La réalité, c'est que les kinés aujourd'hui deviennent de plus en plus préparateurs physiques. Il y a des préparateurs physiques qui veulent faire de plus en plus de kinés. La réathlétisation, c'est une zone grise. Par contre, après, quand il y a le retour de tout sport, là, c'est le préparateur physique qui prend. Et là, on peut être. Maintenant, côté neuro, de par mon expérience, dès le début, on peut déjà travailler, mais en adéquation avec. C'est un travail collégial, tu vois. Il n'y a pas juste moi et puis tous les autres, non, vous faites de la merde. Non, non, c'est comment est-ce que, avec l'évolution des stades de la personne, on arrive à quelque chose qui soit cohérent. Et ça demande de la communication. Donc, je te Ok. dirais que oui, parce que, encore une fois, là où on va faire un travail de rééducation structurelle à proprement parler, dans les premiers stades, ben, faut pas oublier la restructuration nerveuse aussi. Parce qu'encore une fois, il y a une articulation, il y a un muscle, etc. Mais après, il y a encore tout le mapping au niveau du cerveau qui doit être fait. Ok, ouais, donc c'est un gros travail de concert avec tout le corps médical, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut en profiter après une blessure de la neuro. D'accord. Ouais, c'est ça. Moi, typiquement, j'ai pas fait une rééducation très professionnelle, parce que pour l'instant, je suis pas encore suivi par physio, kiné ou quoi que ce soit. Je suis encore en train de discuter opération, pas opération, mais je sais que j'ai commencé à me renforcer, refaire un peu de leg press, pas de course, mais quand même du renforcement. Est-ce que là, spontanément, tu aurais un petit conseil à me donner, toi qui as déjà expérimenté ce genre de situation, qui se rapprocherait Hmm. bien sûr de ton domaine de spécialisation, hein? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais implémenter assez facilement?
Je te dirais, travaille l'ensemble de tes récepteurs proches du genou. Fais de la vibration, fais des stimulations de chaud, de froid, des fois un petit peu des récepteurs tactiles. Tu sais, Ok. après là, tu prends, tu sais, on parlait de livres au tout début. Mhm. Prends un livre de neurosciences ou même d'entraînement, regarde les récepteurs qu'il y a, essaie de les tester. Parce que si un des récepteurs n'est pas bien mappé, potentiellement dans ton cerveau, il y a danger. Et c'est-à-dire potentiellement, il va avoir soit une suractivation des muscles autour, soit une sous-activation. Mais quoi qu'il en soit, la symphonie n'est pas bonne. Ok. Donc, ouais, je te dirais là comme ça, teste les récepteurs tous les récepteurs proprioceptifs. Et ne reste pas juste sur du renforcement. D'accord. Donc tous les récepteurs autour du genou, un peu comme sur une carte mère en informatique, il faut les tester un à un, vérifier s'ils sont bien OK. C'est ça. Et Romain, il aime bien utiliser l'exemple de la carte routière. C'est-à-dire que, ben, par exemple, le récepteur de Golgi, par exemple, c'est le feu rouge. Récepteur Passini, ce sera peut-être le stop. À un moment donné, pour pouvoir rouler, tu as besoin d'avoir tous les paramètres autour de toi. Et c'est que si ton stop, il n'est pas là, il y a une voiture qui vient, bah, tu es un petit peu dans ouais, la merde, quoi. ouais, ouais. Donc, c'est avoir une cartographie. Encore une fois, la proprioception, c'est quoi? C'est la représentation du corps dans l'espace et dans le temps. Au plus tu as une carte qui est nette et claire, au mieux tu peux être serein dans ton trajet, dans ton véhicule. Et au mieux, tu peux être plus précis dans le mouvement que tu réalises. Et Ok. souvent, ça me fait penser aussi à ce que je réfléchis en même temps dans ce que tu dis, les personnes qui ont eu ligament croisé, souvent ils ont eu un petit peu après une peur ou une appréhension post-blessure, de peur de rechuter, de peur d'avoir le même mécanisme lésionnel qui entraîne ça, ou la même situation. Ça, faut le travailler aussi. D'accord. Donc ça c'est un peu la ouais, il y a l'appréhension et puis il y a un peu la kinésiophobie qui se rajoute. Moi je sais que C'est ça. j'ai plus de douleur, mais j'ai une petite boîterie de prévention où mon corps il se dit fais gaffe, si tu tombes, tu peux te refaire mal. 100%. Ben, c'est typiquement, si tu ne fais rien, c'est comme si tout le reste de ta vie, j'abuse à peine, hein, tu seras avec un frein à main. Il sera pas à 100%, par contre, tu auras un frein à main à 20%. Et du coup, quand on parle de gain de 5 à 15%, ben, c'est juste, tu desserres le frein à main. Ouais, C'est bien sûr. exactement ça. Non, mais Et ouais, je te dirais 15%, c'est ça. vrai que 15%, Ouais, moi ça me semble 15%, c'est énorme. marge haute, c'est marge haute, C'est- marge haute. Il y a Bien pas tout le sûr. monde 15%. Il y a plein de facteurs. C'est pour ça que je dis 5 à 15, ça peut paraître une grande fourchette, mais la réalité, faut la chiffrer. Même des fois, pour vrai, avec un très haut sportif, 2%, je te les prends. Tu vois, Non, mais Romain avait fait une vidéo avec Training Therapy, là, il y a quelques temps de ça. Je crois qu'il avait eu 10 ou 11%, je crois, de gains sur la performance en squat. c'est énorme. Tu prends, hein. C'est Après, l'idée, c'est de l'entraîner. C'est ça. Tu l'as pas gagné. Tu as donné accès. Après, c'est à toi de l'entraîner. Voilà, ouais. C'est un potentiel que tu essayes de révéler, mais une fois que tu l'as acquis, c'est quelque chose qui peut se perdre, comme de la masse musculaire, comme de la vélocité, ce genre de choses. C'est ça. C'est là où tout l'entraînement, parce qu'on parle proprioception, tout le courant FRC, pour moi, il est très bon à partir du moment où tu as donné accès à une articulation. C'est-à-dire que travailler tout la contrainte au niveau des tissus, mais sur quelque chose qui n'est pas maximal, c'est bien, mais tu te limites certains gains. Et une fois que tu as déverrouillé, on va dire, ton articulation en donnant accès, tout le travail de contrainte et de structuration que tu peux faire avec FRC, pour moi, je trouve ça vraiment très bon. Ok. Mais je le Ça me placerai juste plus tard dans un continuum. D'accord. Ça me fait penser à ce que tu dis là, à la mobilité. La mobilité, tu la considères un petit peu comme complémentaire avec le travail neuro, aller chercher des angles articulaires un peu inhabituels, renforcer les muscles, mais en profondeur, tout ça. Je vais dire, ça dépend de l'objectif. Tu vois, tout le monde n'a pas besoin d'avoir une mobilité d'épaule qui va jusqu'à derrière, etc. Ça, par contre, si tu es un lanceur de javelot, c'est quand même bien que tu aies cette mobilité-là, tu vois, par exemple. Je te dirais que si ça répond à un objectif de la personne, oui. Ok. C'est pour ça que aujourd'hui, je vois plus euh, tout comme un outil, mais dépendant de l'objectif de la personne. Et faut pas vouloir tout faire. J'essaie tout le temps d'avoir le maximum retour sur investissement. C'est-à-dire que si maintenant passer allez, 2 heures par semaine sur une articulation, sur une mobilité d'articulation que la personne n'a pas besoin, Inutile, bien sûr. voilà. Je préfère Non, mais enlever ces 2 heures, faire autre chose à la place, tu vois. ouais, bien sûr, tu préfères C'est, recontextualiser, te dire quels sont les objectifs de la personne, c'est problématique, et on travaille dessus. Ouais. c'est ça. Tu vois, je prends l'exemple, j'ai travaillé l'extension, le pont en extension sur moi. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde a besoin ou les sportifs ont besoin d'avoir ce pont-là? Je suis pas sûr. Par contre, Logique.
Ouais, c'est tout. Pour moi, tout est question de contexte. Et dans ton contexte, toi, le handstand, moi je sais que je l'ai pratiqué pendant un moment et j'avais un de mes problèmes majeurs, c'était plutôt le côté ouverture d'épaule, aller chercher loin sans être ultra cambré. Est-ce que toi tu rencontres un petit peu ce souci-là? Est-ce que tu bosses dessus ou est-ce que naturellement tu as une ouverture d'épaule phénoménale et du coup t'as un handstand complètement Ouais, aligné? mon handstand, j'ai pas encore mon handstand. Justement, je travaille. Ok, Mais non, au niveau de l'épaule, pour vrai, ça va. Ben, j'ai eu pas mal de soucis au niveau des épaules, hein, comme tout le monde. L'avantage, c'est que bah, ça va, j'arrive à la bouger dans plein d'amplitudes. Je dirais que j'ai plein de problèmes dans le handstand, mais parce que ça reste aussi un mouvement technique, en fait, tu vois. Et c'est plus au niveau technique que mobilité, tu vois, je dirais. ok, d'accord. Donc plus technique que mobilité, d'accord. C'est Euh, ça aussi. C'est pour ça que la neuro ne fait pas tout, hein, tu sais. Bien sûr, Ça vient en complément de, tu vois. Mais ouais, handstand, je dirais que je dis pas qu'il y a un peu de tout qui bug, hein, mais encore une fois, si j'arrive pas à le faire, c'est qu'il y a quand même pas mal de tout qui bug. ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que comme tu dis, de toute façon, on voit souvent la petite pilule rouge dès qu'on découvre une nouvelle méthode, dès qu'on Ouais. découvre un nouvel outil, en mode ah, mais c'est sûr, c'est ça, grâce à ça, je vais être une machine de guerre. Alors qu'en fait, c'est juste une pierre, enfin, une corde supplémentaire C'est à ça. notre arc, quoi. Et pour vrai, on forme beaucoup de personnes avec Labo, et on voit énormément de personnes qui attendent cette pilule magique, cette pilule rouge, en disant, ouah, enfin, enfin. Non. En fait, t'avais déjà plein d'outils, en fait. Et ça, je te dirais que c'est presque un problème de beaucoup de coachs. Moi-même, j'y suis passé par là il y a longtemps, en disant, ouah, tout c'est trop magique, ça, ce que j'ai découvert. Mais en fait, plus tu avances dans le temps, plus tu avances et tu comprends que il y a rien de magique, en fait. Et la pilule magique n'existe pas. Ouais, non, elle existera jamais. Après, c'est vrai que je pense que je suis un petit peu comme ça aussi, et peut-être que ça changera, mais dès que je découvre une nouvelle méthode, un nouvel outil, je peux pas m'empêcher de me dire, oh, il faut que je creuse de fou là-dessus parce que c'est super stylé. Faut que, enfin, tu sais, j'ai cette appétence pour le nouveau skills à développer. Et c'est vrai qu'in fine, quand t'as fait, tu fais jamais vraiment le tour, mais dès que tu le maîtrises suffisamment, tu te dis, bon, il y a pas mal de choses à prendre, mais c'est pas encore ça qui va me faire révolutionner mes perfs ou révolutionner mes clients, ça c'est sûr. Tu réinventionnes pas, tu sais. Après, la réalité, c'est que il y a une différence entre expérimentation et creuser juste comme ça, tu vois. C'est-à-dire que tu ailles deep dans un concept, mais et que tu l'expérimentes sur tes clients, c'est correct. Par contre, que tu changes complètement toute ta méthodologie pour ça, et c'est pour ça que je disais, il faut avoir des principes forts, avoir ton système d'entraînement sur lequel tu viens greffer des choses, avec toutes les bulles attenantes. Parce que la réalité, c'est en tant que coach préparateur physique, il y a tellement de bulles attenantes à la performance, ben, tu sais, à un moment donné, tu peux pas te démultiplier non plus, c'est que tu peux pas tout faire. Ouais. Donc, tu sais, parce qu'on parlait, enfin bref, il y a tellement de bulles attenantes. Le repos, nous en tant que sportifs, c'est quand même quelque chose qui est primordial et parfois un petit peu sous-estimé. Sommeil, stress, bon, bien sûr, c'est la base. Est-ce que toi, dans ton coaching, dans tes suivis, tu apportes une attention particulière au repos, peut-être avoir du repos actif les jours où on s'entraîne pas, en bossant sur tous les processus neuro, la coordination, etc. Est-ce que ça a un rôle à jouer là-dedans? Euh, Tout est une question de paramètres. L'entraînement au repos, oui, sauf si ta charge elle est bien gérée. Tu vois, moi je m'entraîne tous les jours. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me disais. Maintenant, Je t'entraîne côté, 7-7. ouais, mais parce qu'après, ma séance elle est plus courte que certaines personnes qui vont s'entraîner 1 heure et demie. Je m'entraîne pas 1 heure et demie. Donc, la première fois, ou les premiers cycles d'entraînement que tu fais où tu t'entraînes tous les jours, tu vas vite comprendre qu'il faut que tu régules tous tes paramètres parce que tu peux pas faire tout le temps comme si tu t'entraînais 4 fois. Maintenant, au niveau neuro, c'est un peu la même, c'est pas tout à fait la même chose, pardon. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes paramètres. On n'aura pas les adaptations au niveau enzymatique, bref, tout ça. On agit vraiment sur la neuroplasticité. Et la neuroplasticité, ça demande de la fréquence. Et donc, t'as pas le choix de faire ça tous les jours. Donc, du Ok. jonglage tous les jours, t'auras pas de. En fait, il faut limite que tu le fasses tous les jours, même plusieurs fois par jour, parce Ça qu'en fait, on n'est générera pas pas de sur les mêmes principes. fatigue nerveuse. Ça peut, si tu surcharges le système, mais c'est comme tout. C'est l'entraînement, c'est bon. Par contre, t'entraîner 10 heures par jour, 7 jours sur 7, c'est pas bon. Manger, c'est bon. Manger 10 000 calories par jour pendant tous les jours, c'est pas bon non plus. En fait, tout est une question de dosage. Et le trop peu ou le trop trop, c'est pas bon. C'est Ok. une dose effective qu'il faut trouver. Et je dirais même, comme on est dans une société où personne n'a le temps, dose minimale effective. Ce qui t'emmène le plus de résultats avec le moins de temps possible. Ouais, bien sûr.
Toujours en faire au moins le minimum pour voir ce qui se passe. Et après, si tu as le temps, bah, t'implémentes un petit peu plus. C'est comme ça que moi je vois l'entraînement en tout cas. Ça t'est déjà arrivé dans ton cursus d'expérimentation de tout ce qui est neuro, parce que je pense que quand t'es tombé dessus, bah forcément t'as voulu tester plein de choses. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de trop pratiquer et de te heurter à waouh, là j'ai peut-être fait un petit peu trop, je me sens, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai mal à la tête, je suis fatigué, j'ai une baisse de perf, je sais pas. Ouais, c'est marrant parce que j'ai eu, enfin, moi une fois le cas avec quelqu'un et j'avais rencontré quelqu'un. Il y avait quelqu'un euh, il- on le faisait venir, pas moi, hein, mais dans une salle avec qui je travaillais, on le faisait venir pour faire des séances d'haltéro de CrossFit. Sur sa séance d'haltéro de CrossFit d'1 heure, il faisait 45 minutes de neuro. Véridique. Genre, à un moment donné, il dit, ouais, ta neuro, c'est cool, mais je viens faire de l'haltéro. Si me faire, pardon pour l'expression, mais qu'est-ce que tu vas me faire chier avec ta neuro? Surtout que, faut de la salience, faut que la personne soit adhérente par rapport à ça. Il dit, t'es gentil, mais c'est pas pour ça que je viens, c'est pas pour ça que je paye, tu vois. Et du coup, pour moi, là, c'est juste complètement décontextualisé. Donc il y a ce trop-là où tu vois ça comme la pilule magique. Et je sais qu'une fois, j'avais travaillé avec quelqu'un, j'avais fait vraiment beaucoup de stimulation. La personne était vraiment fatiguée pendant 2 jours. Je crois que, ouais, 1 ou 2 jours. 1 ou 2 jours, elle m'avait écrit, elle me dit complètement claquée, elle est même pas allée bosser le lendemain. Enfin bref, c'était Ah ouais, ok. le trop peu, trop. Le trop, il est pas bon non plus, quoi. Donc Ouais, c'est ça peut. trouver la bonne dose, tu vois. Par contre, cette erreur, on va appeler ça comme ça, cet échec, m'a permis de dire, ok, je préfère en donner un petit peu moins au début, plutôt qu'après tu sois dans le down pour 2 jours, parce que c'est quand même ça en fait. Ah ouais, bien sûr, ouais. Bah, c'est qu'en dépassant les limites que tu es capable de les comprendre. Ouais. Bah c'est ça. Euh, J'ai encore quelques petites questions que je voulais te poser, mais il y en a une que je trouve importante. Moi, je suis pas formé là-dessus, mais Ouais. je trouve ça super intéressant. Est-ce que parmi les gens qui nous écoutent, s'il y en a certains qui sont intéressés, vous proposez du contenu digital, des formations digitales, au-delà de ce que toi tu peux transmettre sur les réseaux, bien sûr. Euh, voilà, c'est le moment de faire ta pub. Parfait, let's go. Ben, allez voir la RNP. Non, pour vrai, on est beaucoup comme tu l'as très bien dit, c'est quelque chose qui est pas très connu. On a énormément de contenu gratuit offert. On a une formation de 30 minutes. On a une académie où on écrit un article par semaine. On a un podcast par semaine. On a des posts tous les jours. En fait, parce qu'on veut un maximum sensibiliser les personnes à ce niveau-là. Après, si maintenant tu vas aller plus loin, effectivement, il y a les formations en ligne et en présentiel un petit peu partout. Donc, faut pas hésiter. Mais le premier objectif que nous on a, c'est sensibiliser les coachs, les professionnels du mouvement à cette approche-là, en disant ça existe de toute façon. Maintenant, au moins, t'en prends considération. Donc, Ouais. on a formation offerte, on a e-book, enfin, on a énormément de choses. Faut juste pas dire ah je le savais pas. Là, c'est une fausse excuse. Ça s'adresse principalement au coach ou alors ça peut s'adresser à un sportif lambda. Est-ce que c'est plus sport de force? Est-ce que c'est plus sport de coordination? Est-ce que... C'est quand même plus basé à la base pour des coachs préparateurs physiques Mhm. où j'ai même une panel plus large de tous ceux qui s'intéressent au mouvement. Moins pour les sportifs. Pourquoi? Parce qu'avec Labo, on le fait quasiment que le côté formation. Maintenant, D'accord. il y a des sportifs qui veulent s'intéresser, qui essayent de comprendre et qui prennent quand même la formation ou même les produits de découverte, entre guillemets, on va appeler ça comme ça, parce qu'ils essaient de comprendre. D'un côté, je trouve ça bien. Maintenant, après, un sportif n'a pas besoin de tout connaître au niveau du système nerveux pour pouvoir performer le jour J, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Mais donc ça peut s'adresser à un sportif qui est en quête de plus d'informations pour C'est comprendre ça, comment ça fonctionne son exact. cerveau. C'est ça. Ok, d'accord. Après, pour vrai, avec Adrien et Romain, on partage énormément de contenus qui sont testables, on va dire, directement à la maison. Bah, tu vas sur nos profils Instagram, par exemple. Alors, moi, je suis que sur Instagram quasiment. Mais tu vas dessus, tu regardes les exercices, testes ce qui marche pour toi, et puis c'est déjà très bien en fait. Surtout si tu es sportif. Ce sera pas individualisé, parce qu'après, sinon, bah, il y a des suivis qu'on peut faire, tu vois. Mais la réalité, c'est que des fois, bah, teste et vois si ça match pour toi. Ok, ça marche. Je vois qu'il est l'heure. Tu m'avais donné un Ouais. budget temps, on y est. Je te remercie Seb pour tout ce que tu nous as dit. Moi j'invite tous les sportifs à aller faire un tour déjà sur ta page Insta. Je revérifie juste Seb-du-bas Zimmer. Testez les exercices comme Seb il vient de nous dire. Prenez ce qui fonctionne pour vous, laissez de côté le reste. Et si vous voulez aller plus loin, formation gratuite, formation présentielle, payante, digitale, etc. C'est ça. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup, c'était bien cool. Et puis, au plaisir. Ouais, merci Seb, c'était super cool. Et je te dis à la prochaine, reste avec moi 2 petites secondes. Ça marche.